Je vais démarrer depuis le début. Donc je commence. Donc la constellation du mois que nous avons retenue, c'est Orion. Je vais commencer par vous présenter une photo. Alors il faut que je retrouve mon curseur. Donc vous voyez bien, hein, j'ai fait une photo du ciel au mois de janvier l'année dernière. Cette vue du ciel représente en son centre la constellation d'Orion, où vous distinguez clairement le baudrier, enfin la ceinture d'Orion. Si vous suivez cette diagonale, vous arrivez en bas à gauche à Sirius. Si vous remontez la diagonale tout à fait en haut à droite, vous avez les Pléiades. Et donc vous avez ensuite sur le chemin des Pléiades, entre le baudrier, enfin entre le baudrier d'Orion et les Pléiades, Aldébaran. Donc voilà la présentation de cette vue d'hiver. Si vous vous rappelez qu'on a vu les constellations autour d'Orion il n'y a pas longtemps, on a vu d'abord celle qui est située à gauche d'Orion, au-dessus de Sirius, qui est la licorne. Et sur la droite, tout à fait à droite, en bas, on a vu la constellation de Fleuve Éridan. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous rappellerez que la source, ou je crois que c'est la source, l'étoile qui représente la source se situe près de Rigel. On reviendra plus tard là-dessus. On va passer à la vue suivante. Alors, j'ai fait cette vue pour vous montrer que lorsqu'on photographie le ciel, il faut parfois faire attention, c'est-à-dire que dans cette vue qui est faite au même moment, il y a beaucoup plus d'étoiles et il faut faire des temps de pause, faire des essais pour pas que votre vue soit envahie d'étoiles et qui rendent finalement illisible la constellation que vous voulez photographier. Alors, là, on est donc sur Orion. On va parler peut-être un peu de mythologie avant de poursuivre, hein. Orion est un grand chasseur dans la mythologie. La légende raconte qu'il se vantait beaucoup de chasser n'importe quel animal, mais il poursuivait aussi les filles d'Atlas, les Pléiades, qui, elles, ont demandé aux dieux de les protéger en les transportant dans le ciel. Orion lui-même fut piqué par un scorpion mortellement, et les dieux le placèrent dans le ciel à côté des Pléiades. Dans l'histoire, on peut prendre quelques dates. Dans l'histoire, on retrouve, quand on parle d'Orion, on parle surtout de la nébuleuse. Donc la nébuleuse qui apparaît ici dans le schéma d'Orion. Vers 30, Ptolémée donc, inclut la nébuleuse d'Orion dans son catalogue sous forme d'une étoile. Vers 1610, un homme de loi français, Nicolas Claude Fabry de Persec, observe la nébuleuse dans sa lunette. Il est le premier à relever son aspect brumeux. En 1656, Huygens la décrit dans son système Saturnium et il est crédité, lui, de sa découverte. C'est en 1769 que Messier la dessine et l'inclut dans son catalogue d'objets diffus sous le numéro 42, qu'on gardera ensuite. Il inclut dans son schéma la nébuleuse de Méran, séparée de la nébuleuse d'Orion par un nuage sombre, on en reparlera plus tard. En 1774, Herschel l'observe avec son télescope, il a construit un télescope de ses mains, et il évoque à ce moment-là une informe nuée ardente,
les éléments chaotiques de futurs soleils. En 1958, donc 2 siècles plus tard, Gerald Munch avance l'hypothèse que la nébuleuse d'Orion, M42, n'est qu'une petite partie d'un nuage beaucoup plus vaste. En 2012, le télescope Canada-France-Hawaï révèle que l'amas NGC 1980, qui se trouve également à côté de M42, n'appartient pas. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc l'amas est plus ancien et à l'avant de la nébule. Bon, voilà quelques dates pour une référence à l'histoire de la nébuleuse d'Orion, Orion en général. Donc, ce que l'on retient d'Orion, c'est ce que vous voyez là. On voit bien. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 vous m'entendez oui, bien, d'accord, je peux poursuivre, hein. Excusez-moi. Alors, donc ici, j'ai fait à partir de la carte du ciel un dessin d'Orion, qui est un schéma assez sympa. On retrouve, on voit bien le chasseur, on devine bien l'arc du chasseur. Au-dessus, j'ai schématisé la constellation, un bout de la constellation du Taureau. Et sur la droite, en bas, c'est le début de la constellation Éridan. Je poursuis, faisant maintenant apparaître les images principales. Donc, les étoiles principales. Donc, Bételgeuse sur la gauche d'Orion. Vous voyez également Rigel dans la diagonale. Donc, on va les reprendre les unes après les autres et on fera un point particulier sur 62 Ori. Donc, tout d'abord, Bételgeuse. Bon, j'ai repris les photos qu'on retrouve sur Internet. C'est vrai qu'elle brille à un éclat extraordinaire dans le ciel. Donc, c'est une étoile variable, une supergéante rouge. Donc, une étoile massive qui a consommé son hydrogène, c'est-à-dire que le cœur s'effondre lentement et puis l'enveloppe de l'étoile s'agrandit, s'accroît. Supergéante, ce que l'on donne comme dimension, elle ferait 1 millier de rayons solaires, donc c'est énorme. Ça veut dire que dans le système solaire, l'enveloppe de Bételgeuse se situerait entre Mars et Jupiter. En ce qui concerne sa masse, ça représente 15 masses solaires. Elle est variable, donc une étoile variable, dont la luminosité varie au cours du temps sur des périodes plus ou moins longues. On avait évoqué ça l'année dernière. Sa magnitude oscille entre 0 et 1 sur un cycle de 5 ans ou 5,3 années. La baisse de sa luminosité qui a été observée donc en 2019 jusqu'aux 2/3 de son éclat serait due à une éjection de gaz formant de la poussière et cachant son rayonnement donc dans le visible. Distance de la Terre, donc 500 années-lumière, selon le satellite Hipparcos. Alors, on est ici dans le cycle de vie d'une étoile qui devrait durer encore quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Donc, Bételgeuse, l'étoile la plus importante d'Orion. Deuxième étoile à taille la plus importante, c'est Rigel. Et voilà le tableau qui a déjà été présenté par Bernard, mais qui donne une idée de la taille des étoiles. Et vous avez la correspondance avec le Soleil qui apparaît, et Sirius, qu'on a vu également sur les photos au début de la projection. Rigel, donc, est une supergéante bleue cette fois-ci, une étoile très massive aussi, un rayon qui fait 80 fois le rayon du Soleil. Donc, si on refait la comparaison avec Bételgeuse, l'orbite irait jusqu'à Mercure, une masse de 17 masses solaires,
donc une étoile bleue, c'est-à-dire une étoile chaude et lumineuse, et Rigel est 40 000 fois plus lumineuse que le Soleil, une magnitude de 0,12, et une étoile également variable, légèrement variable. En fait, Rigel est un système de trois étoiles, qui sont liées par la gravitation, variables de 3% à 30%. Et Rigel se situe dans une région très riche en nébuleuses, et elle éclaire en particulier la tête de la sorcière dans Éridan, qui est juste à côté. On l'avait vu lors de l'examen de la constellation d'Éridan. La distance de la Terre, 790 à 950 années-lumière lorsqu'on regarde Wikipédia, et 860 années-lumière selon le satellite Hipparcos. Donc voilà les deux étoiles les plus importantes d'Orion. Ensuite, les autres étoiles. Alors, l'étoile Meissa, elle est en haut pas dans le bras d'Orion, mais c'est le chapeau un peu d'Orion. Meissa, donc, est une étoile qui fait partie d'un système binaire situé à environ 1100 années-lumière. Donc, l'étoile principale, c'est un système binaire. L'étoile principale est une géante bleue avec une luminosité équivalente à 63 000 fois celle du Soleil, une magnitude de 3,4. Alors, ensuite, si on revient pour reprendre... excusez. Oui. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Je pensais pouvoir le faire assez facilement, mais ça n'est pas le cas. Si on revient sur les étoiles, donc on voit Meissa, on va voir également Saïf, et ensuite on verra les trois étoiles présentes sur la Saturne. Donc Meissa. Meissa. Donc ici, une photo, on voit que cette étoile Meissa est également entourée par un grand nuage de gaz qui apparaît sur cette photo. L'étoile Saïf, donc, qui est en bas de la constellation. Non, je ne l'ai pas. Saïf, alors je vous parle de Saïf. C'est la 6e étoile la plus brillante d'Orion, avec une magnitude de 2 et une distance de 647 années-lumière. Donc, vous voyez, elle est en bas de la constellation. Ensuite, nous avons le baudrier d'Orion, ou la ceinture d'Orion, constituée de 3 étoiles. La première étoile sur cette diagonale que vous avez à l'écran est l'étoile Alnilam. Donc, c'est une super géante bleue. Pardon, non, c'est Alnitak. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, à gauche, près du cheval, Alnitak, une étoile triple à l'extrémité de la ceinture d'Orion. L'étoile principale, donc, c'est une super géante bleue à durée de vie courte. Durée de vie courte en astronomie, c'est des centaines de milliers d'années. Une magnitude de 1,7 et une distance de 736 années-lumière. L'étoile du milieu du baudrier d'Orion, donc Alnilam, c'est une étoile supergéante de couleur bleu-blanche, d'un rayon 26 fois le rayon du Soleil, une magnitude de 1,7 et une distance de près de 2000 années-lumière. Elle devrait passer au stade de supergéant rouge. Elle est entourée d'un nuage moléculaire NGC 1990 qu'elle éclaire par réflexion. Et enfin, la dernière étoile, tout en haut de la diagonale, sur la droite,
c'est Mintaka, qui est un système d'étoiles, un système multiple d'étoiles géantes bleues, massives et chaudes. Une magnitude de 2,25 et une distance de 692 années-lumière. Alors, vous avez vu également 62 Orion dans le haut du bras de la constellation. Hein. Vous l'avez là, 62 Ori. En fait, pourquoi je parle de 62 Ori? Pour peut-être une petite anecdote, mais c'est la suivante. L'astronome John Flamsteed, qui l'a observé dans le ciel au début du XVIIIe siècle, 1700 et quelques, lui avait prévu une place dans un catalogue en vue de le publier. C'est là qu'elle a atterri à la 62e place d'une liste d'étoiles de la constellation d'Orion. Le catalogue de Flamsteed, publié après sa mort, contient des oublis et de nombreuses erreurs, dont les voisines de 62 Orion, qui manquent au catalogue, et ces oublis et des mesures erronées, Caroline Herschel a entrepris de les corriger. Elle a repris tout depuis le début du catalogue et réalise un nouveau catalogue qui contient toutes les étoiles que Flamsteed avait observées, mais n'avaient pas été répertoriées dans la version définitive du catalogue. Enrichi et révisé, le catalogue est publié finalement en 1798 et il débute précisément par l'étoile 62 Orionis et les étoiles manquantes dans ses environs. Voilà l'histoire de Caroline Herschel. Nous allons maintenant passer aux nébuleuses d'Orion. C'est une zone de nébuleuses et je vais vous présenter les nébuleuses en 3 parties. Tout d'abord, les nébuleuses périphériques, les objets dispersés au nord et à l'est de la constellation. Donc, NGC 2022, qui est situé dans l'alignement de Bételgeuse et de Mélissa. C'est une nébuleuse planétaire. Donc, si on veut, voilà une photo de cette nébuleuse 2022. Ensuite, la nébuleuse 1662, qui est située dans le haut de l'arc d'Orion et vers la constellation du Taureau, est un amas ouvert d'une distance de 1430 années-lumière et une magnitude de 6,4. Donc voilà l'amas de 1160. Pardon, non, c'est pas celui-là. Voilà. 1662. Ensuite, NGC 1788, qui est situé au nord de l'étoile Cursa. Un Cursa, donc c'est une étoile d'Éridan. Donc NGC 1788, voilà, dans la constellation d'Éridan, est une nébuleuse par réflexion. Et ensuite, la nébuleuse 2175, qui est située juste à côté d'Orion, 62 Orion, donc à l'est de 62 Orion, est un jeune amas ouvert de 50 étoiles, à distance à peu près de 5300 années-lumière, une magnitude de 6,8. La nébuleuse 2174, juste au-dessus, s'appelle la nébuleuse du Singe et les distances de 5300 années-lumière. La nébuleuse 2169 donc, est un amas ouvert sur le bras d'Orion qui comprend une trentaine d'étoiles, une distance de 3400 années-lumière et une magnitude de 5,9. Alors, sur le bras d'Orion, donc vous voyez la nébuleuse 2169 sur le bras d'Orion, où dans certaines représentations, c'est plutôt une massue qu'Orion tient dans sa main à cet endroit. C'est plutôt là, dans les représentations des anciens, ou des nouveaux d'ailleurs, c'est souvent très amusant de regarder les dessins qu'ils peuvent produire. Alors, ensuite, après les nébuleuses, repassons maintenant dans un endroit très particulier qui est l'environnement d'Alnitak. Donc là, nous avons
la nébuleuse de la Flamme, hein, juste à côté d'Alnitak. Vous avez le baudrier d'Orion, Alnitak sur la gauche, la nébuleuse de la Flamme. Et donc, elle est au centre d'un amas d'environ 300 étoiles, distance de 1350 années-lumière, une dimension de 12 années-lumière. Vous avez ensuite, en dessous, sur le schéma toujours, la nébuleuse de la tête de cheval, une nébuleuse obscure au-dessous d'Alnitak, à 1600 années-lumière. Alors, cet endroit est très photographié, très prisé des photographes. Et, voici une représentation donc, de la nébuleuse de la Flamme, à côté de l'étoile Alnitak. Et vous avez ensuite la nébuleuse de la tête de cheval, donc nébuleuse sombre. Et souvent, les photographes la font un peu tourner pour la présenter de cette manière. Et de cette manière, donc, on voit bien la tête de cheval. Et la couleur rouge qui est ici présente signale la présence d'hydrogène ionisé dans les gaz des nébuleuses en arrière-plan. Et les ultraviolets des jeunes étoiles arrachent leurs électrons aux atomes d'hydrogène. Ceci donc réduit à un proton. L'atome d'hydrogène est dit ionisé. Et quand il récupère un électron, l'atome restitue de l'énergie et émet de la lumière qui fait briller la nébuleuse. Donc voilà la nébuleuse à tête de cheval. Et enfin, la nébuleuse Messier 78 est une nébuleuse planétaire par réflexion au nord d'Alnitak. Et deux nébuleuses font partie de M78, NGC 2064 et 2067. Donc la dimension 3 années-lumière, 3 années-et-demie-lumière et une magnitude de 8,3. Donc pour vous rappeler, M78, vous voyez sur le schéma, est au-dessus de la nébuleuse de la Flamme. Alors poursuivons maintenant avec M42 et ses environs. On va descendre. Ah oui, donc ça j'avais oublié de vous parler de NGC 1990, toujours à proximité d'Alnitak. Ici, vous avez Alnilam et le nuage de NGC 1990 autour de cette étoile. Alors, M42. Donc, j'ai indiqué sur ce schéma les principales nébuleuses que j'ai pu répertorier. Alors, elles sont, notées sur le dessin, superposées. Mais il faut comprendre que tous ces nébuleuses sont en fait regroupées dans la partie centrale. Je n'ai pas trouvé de carte précise, mais je pense qu'elles sont toutes à cet endroit, en même temps que M42 et M43. Alors, j'ai quelques schémas à vous montrer à ce sujet. D'abord, on voit ici une représentation globale avec NGC 1977, en dessous M43, ensuite la nébuleuse d'Orion et la NGC 1980 dont on a parlé. M43 est dite aussi nébuleuse de Méran. C'est une nébuleuse en émission de magnitude 9. Elle fait partie de la nébuleuse d'Orion, telle qu'on le voit là. Ensuite, là-bas, il y a un amas ouvert, MGC 1981, qui se situe au nord de NGC 1975, au nord de la nébuleuse NGC 1977. Il comprend au moins 50 étoiles, ce que j'ai pu retrouver sur Internet. NGC 1980, tout en bas de l'image, est un amas ouvert associé à une nébuleuse en émission, donc au sud et à proximité immédiate de M42. Et la nébuleuse est située autour de l'étoile Iota Orion, une distance de 1790 années-lumière. Et M42
Alors, je vais faire descendre quelques représentations maintenant. M42 est une nébuleuse diffuse en émission et en réflexion, 33 années-lumière, magnitude 3,7, distance 1344 années-lumière. Alors, voici une magnifique photo donc, de la nébuleuse d'Orion qui a été faite par Hubble. Donc, M42 abrite alors l'amas du trapèze, qui est un amas ouvert d'étoiles. Cet amas s'est formé à partir de M42 et près de la moitié des étoiles de cet amas ont des disques circumstellaires qui sont des précurseurs de formation planétaire. M42 abrite également, alors ça c'est cette image. Ça c'est parler un peu du trapèze. En fait, cette image a été prise par l'observateur WISE dans différentes bandes de lumière infrarouge. La majeure partie des étoiles réside dans l'amas ouvert du trapèze, visible près du centre de l'image. La lueur orangée donc, qui entoure les étoiles brillantes représente leur propre lumière reflétée par des filaments de poussière qui couvrent une grande partie de la région. On dirait que c'est un tableau abstrait d'une certaine manière. Ensuite, M42 abrite également la nébuleuse de Clayman-Low qui a été découverte en 1967, donc c'est récent. Au cœur de la nébuleuse, donc la région la plus active de formation d'étoiles. Elle est observée en infrarouge, la lumière visible ne peut pas la traverser. Et l'objet de Becklin-Neugebauer est un objet de la nébuleuse de Clayman-Low. Elle a été découvert également en 1967 lors d'un relevé infrarouge de la nébuleuse d'Orion. Alors, on estime qu'il s'agit probablement d'une proto-étoile de taille intermédiaire. Donc, c'est une grande masse qui se forme par la contraction des gaz d'un nuage moléculaire géant dans un milieu interstellaire qui est le stade précoce de la formation d'une étoile. C'est un objet profondément enfoui dans la nébuleuse d'Orion. Alors, vous avez ici une autre vue. Donc, HAWC est un instrument qui a été capable de mesurer la polarisation de la lumière infrarouge lointaine qui révèle l'alignement de grains de poussière par des champs magnétiques. Dans cette image, les champs magnétiques sont représentés sous des formes de ligues courbées superposées à une image infrarouge de la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse Clayman-Low est visible légèrement en haut, à droite du centre de l'image, donc légèrement orangée. Les étoiles du trapèze sont visibles juste en bas, à gauche du centre. On devine un peu cette forme de trapèze. Alors, pour poursuivre, toujours sur Orion, ici, c'est quelque chose d'étonnant. Ça va être aussi sous forme d'anecdote, si vous voulez bien. À proximité d'Orion source I, de grandes quantités de chlorure de sodium ont été découvertes. Du sel de table parfaitement normal. Alors, comment a-t-il été découvert? Il a été découvert avec le télescope ALMA dans le désert chilien à 5000 mètres d'altitude. Et il a été découvert parce que le sel peut produire des ondes radio, un rayonnement électromagnétique à grande longueur d'onde. Les particules de sel peuvent en effet être excitées. Un peu d'énergie extérieure peut être stockée dans un atome ou un composé atomique par la lumière incidente d'une étoile proche ou par des collisions entre particules. Après un certain temps, cette énergie supplémentaire est libérée, dans ce cas sous forme de rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde se situe dans le domaine radio. Si de nombreuses particules émettent en même temps, le rayonnement est suffisant pour être mesuré par un télescope sur Terre. Et comme des composés différents produisent des rayonnements différents,
les télescopes ont découvert qu'il y a quelque part dans l'univers du sel de table, mais aussi du sucre et des molécules d'alcool. Ces éléments donc, sont créés par un disque protoplanétaire, celui d'Orion Source I. C'est ainsi qu'on désigne la matière résiduelle donc, de formation d'une étoile depuis un nuage de gaz et de poussière. Ce matériau se rassemble autour de la jeune étoile et constituera le matériau de base de futures étoiles. Près d'Orion Source I, une quantité de sel correspondant à la quantité de sel de tous les océans terrestres a été produite de la sorte. Mais on ne sait pas encore comment le sel est apparu. Jusqu'à 2019, au moment de la découverte de l'étoile, on supposait que les conditions dans un disque planétaire n'étaient pas favorables à la formation de sel. Devra-t-on revoir les idées actuelles ou est-ce un cas exceptionnel? La suite nous le dira. Donc c'était un petit cas particulier, et c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des choses nouvelles qui apparaissent. Alors, on arrive vers la fin et j'ai trouvé cette représentation de la boucle de Barnard. La boucle de Barnard est une nébuleuse en émission extrêmement vaste. Elle se développe ici en arc de cercle à l'est d'Alnitak et de M42 qu'on vient de voir. Vous voyez bien cette boucle, ce demi-cercle. L'hypothèse est qu'elle aurait été formée par l'explosion d'une supernova il y a 2 millions d'années, une dimension de 300 années-lumière, ce qui est considérable, une distance de 1600 années-lumière. J'ai trouvé cette photo magnifique et on retrouve sur la droite, en bas, donc la nébuleuse de la Sorcière qui est éclairée par Richel, que l'on voit bien sur cette photo. Alors, on arrive à la fin, juste un petit mot pour parler quand même de l'espace en général. Donc, il faut d'abord rappeler que nous venons d'examiner, on examine le ciel à partir d'un regroupement d'étoiles qui sont reliées entre elles par des lignes imaginaires qu'on a projetées. Ça fait un joli dessin et qui représente la figure mythologique d'Orion. On voit sur un même plan, en fait, les étoiles, les nébuleuses ou les amas lorsqu'ils sont éloignés dans la profondeur de l'espace. Et donc ici, on voit que j'ai repris ce schéma, c'est le schéma d'Orion, et on voit bien que, comment dire, les étoiles, les nébuleuses et les amas, on les voit lorsqu'ils sont éloignés dans la profondeur de l'espace. Donc ce schéma nous montre l'illusion dont nous sommes victimes quand nous observons la voûte céleste avec beaucoup de plaisir dans le cas d'Orion. Parmi ces objets, donc l'astérisme est un objet totalement arbitraire, Eric nous l'avait déjà montré. Ainsi, dans le baudrier d'Orion, Mintaka est à 692 années-lumière, Alnitak à 736 années-lumière et Mintaka à 1976 années-lumière. Donc Orion est un vaste champ d'observation et de découverte, c'est ce qu'on peut dire à la suite de ce rapide exposé. Les dernières observations montrent qu'Orion permet d'observer les processus de formation d'étoiles à une distance proche de nous à l'échelle stellaire et de résoudre sans doute des questions mal comprises de formation des étoiles ou de planètes. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est aussi pour le plaisir des photographes. Donc ça, c'est une photo qu'on a pu trouver sur Internet en fin d'année où on voit Orion en majesté avec un paysage enneigé, magnifique. Et puis une dernière photo, c'est une photo que j'ai faite à Lomner où on voit aussi Orion, peut-être pas en majesté, mais avec son arc et la nébuleuse et la ceinture. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation d'Orion. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement.
Alors, j'espère que Oui. vous avez bien entendu. Moi, je ne sais pas si ça s'est bien passé. Parfaitement bien. Très fort, très clair. C'est vrai, donc, avez-vous... J'ai fait une présentation avec des photos. Je ne sais pas si ça peut être intriguant par moment. On a du mal. Ah ben Marc, justement, le sel en astronomie, c'est une découverte. Hop là. Il n'y a plus de son. Si. Alors, j'ai oublié de vous parler, c'est vrai, de la nébuleuse 1977. On voit pas de galaxie dans Orion? Non, il n'y a pas de galaxie, non. C'est une grande zone de nébuleuse. Ce qui est étonnant, c'est de s'apercevoir finalement que des grands nuages comme la boucle de Barnard ont été découverts assez tard, hein, c'est à la fin du 19e siècle. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une zone qui est traversée par la Voie lactée et on regarde vers l'extérieur de la Voie lactée. Alors, il y a une densité de matière telle que tout ce qui se trouve au-delà n'est pas forcément facile à voir. Bon, moi j'ai compris qu'il fallait que je fasse un radiotélescope, mais sur d'autres fréquences que celles de l'hydrogène. Ah, il faut essayer le sel de table. On va essayer le sel de table et le chocolat. Ah non, mais là je découvre parce que j'imaginais pas que ces matériaux qui sont importants quand même, mais vous pouvez rayonner Oui, on est dans des sur des radiofréquences, comme tu l'as dit. Oui, c'est de la grande longueur d'onde, non? Oui. Ah oui, je ne sais pas. Je préfère ne rien dire que dire des bêtises, donc j'ai aucune idée. Donc je fouillerai un peu. Je trouve que c'était plaisant. En même temps, c'est une découverte, mais c'est plaisant comme histoire. Voilà. Je vais y arriver. Bonsoir Michel. Ah mais c'est pas... Ah ben d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je coupe le direct YouTube. Bon. Non, moi je trouve que c'est pas mal comme présentation. Ouais, très bien. Ah oui, ça m'a très intéressé. Ouais. Ok. J'imagine que c'est toi qui as fait la dernière prise de vue. Comment? C'est toi qui as fait la dernière prise de vue, j'imagine. Oui, la dernière photo, c'est moi, oui. Ouais, on voit quand même bien, même. Bon, celle dans la glace, j'imagine évidemment que c'était pas encore à Lorient, les glaces non, ne sont pas encore arrivées là, mais. Non, mais c'est vrai qu'Orion est un objet très photogénique. Si vous avez regardé le ciel hier soir, hein, c'est un petit peu avant 9 heures, on voyait bien à la fois les Pléiades avec des jumelles, la Lune, Mars à côté, et puis Orion, il y avait un beau ciel. Pas très longtemps, mais avant les nuages, il y avait un beau ciel.
Avant les nuages. Ah bah, toujours avant les nuages. D'accord. Ah oui, on voulait juste corriger une petite erreur. M78, c'est une nébuleuse par réflexion, c'est ça. C'est pas une nébuleuse planétaire. Ouais, je l'ai corrigé. Voilà, bon. Mais c'était très bien. Oui, c'est une nébuleuse par réflexion. Hein. Voilà. À savoir. Ah, Bernard? ouais, il faut que j'aille chercher mes Oui, notes. non, Il faut que j'aille chercher mes notes. Eric, je suis tout nouveau, hein, Eric, tu peux. Non, non, je Tu peux parlais de prendre la Bernard. parole. Ah, Comment? Prends la parole. tu parlais du 1? Alors, j'ai pas réussi à enregistrer parce que l'ordinateur est resté bloqué une nouvelle fois. Voilà, donc j'ai démarré l'enregistrement au bout de 10 minutes, elle a coincé. Bon. Et bon, mais il redémarre, là, pas de problème, je suis dessus, donc il redémarre. J'ai des coupures sans arrêt. J'ai des micro-coupures, j'ai entendu qu'une partie de la présentation, hein, parce que j'ai des coupures tout le temps, là, je sais pas ce qui se passe. Bernard peut peut-être recommencer au début. T'as la fibre, Bernard. Et l'enregistrement, hein? T'as la fibre. T'es pas encore en 56K par hasard? Non, mais je sais pas, ça n'arrête pas de couper. J'ai les fenêtres qui s'arrêtent, qui reviennent. Donc c'est chiant. J'entends des parties de conversation, mais pas tout. Je sais pas ce qu'il y a. Mais regardez, pourtant ça fonctionne, hein, mais je sais pas. Donc l'enregistrement, bah ça n'a pas fonctionné. t'as pas ce genre de bonhomme? Non. Le bon vieux modem 56K. Oui, c'est ce que je disais. Non, mais j'ai suffisamment de passages, hein. Dernier cri. Non, mais j'ai suffisamment de passages, mais je sais pas, ça n'arrête pas de couper, tu vois. J'ai les fenêtres qui se ferment avec marqué non connecté. Pourquoi, je sais pas. Pas du tout. Je vais arrêter la diffusion en direct sur YouTube. Donc, salut à tous les viewers sur YouTube et à la prochaine. Je te montre un modem, Bernard, hein, c'est peut-être celui-là, non?